En effet, donc, sur le continent, ça, on ne connaît pas très bien. Vous avez parlé donc, des écosystèmes tropicaux. Ouais. Bon, donc, on va finir donc, la matinée avec une ouverture encore plus large sur les pollinisateurs. Et vous avez fait nous dire, en effet, nectarivores, pollinisateurs, où est-ce que l'on en est sur la connaissance de ces chauves-souris. Donc, je vous laisse la parole. J'espère que vous allez pouvoir ouvrir la vidéo également, parce qu'on a vu votre PowerPoint et les photos sont magnifiques. En fait, on a inversé. En fait, je commence par les oiseaux et Quentin finira par les chauves-souris. D'accord. Et Eh vous ben, m'entendez? Ouais, allez-y, on vous entend bien. Oui, on vous entend bien. d'accord. Ok. Bon, bah, je me présente. Je m'appelle Sylvain Uriot. Donc, je suis ornithologue et mammalogue, principalement ornithologue, on va dire. Et je vais donc vous parler des colibris, puisque parmi les pollinisateurs de Guyane, attends, c'est bon. Parmi les pollinisateurs de Guyane, en fait, c'est principalement les colibris qui font office donc de transport de pollen, ainsi que les chiroptères. Bon, évidemment, la majeure partie de la pollinisation doit se faire par les insectivores, hein. Mais les colibris sont quand même adaptés particulièrement pour ça. Donc en Guyane, on a 32 espèces. Ça marche pas, on a 32 espèces en fait de colibris, ce qui est quand même relativement peu, hein, pour l'Amérique du Sud. Il faut savoir qu'au Costa Rica ou dans les Andes, il y a beaucoup plus d'espèces avec des morphologies complètement différentes de celles qu'on a ici. Donc sur les 32 espèces, elles ont toutes un régime nectarivore, évidemment. Là, vous voyez sur la première diapositive, vous la voyez sur une orchidée qui est une orchidée qui n'est pas comment dire, guyanaise, hein, qui est une orchidée exotique. Et ça, j'en parlerai aussi dans le diaporama. Ça peut effectivement poser également un problème de pollinisation par rapport aux plantes sauvages. Donc, il faut savoir en tout cas que les colibris de Guyane, alors j'espère que la diapositive marche parce que moi je ne la vois pas très bien, sont en partie. Mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Ok. Moi je ne vois pas très bien l'écran. Donc, on a un régime alimentaire en fait qui n'est pas uniquement nectarivore. En fait, il y a un complément alimentaire qui se fait avec les insectes. Donc, on a toujours tendance à penser que les colibris sont strictement nectarivores, ce qui est faux. En fait, il y en a même certains, comme le colibri jacobin, vous voyez à gauche, qui sont particulièrement insectivores. En fait. Certains colibris même n'hésitent pas à se nourrir de petites araignées dans les carbées, enfin, ce qu'on appelle les carbées, donc les maisons en bois qui sont ouvertes en Guyane, où il y a présence énormément d'insectes. Souvent, les colibris en fait n'hésitent pas à venir attraper également des araignées. Il y a une adaptation donc, qui s'est faite par rapport aux plantes. Donc souvent, c'est lié à la forme du bec du colibri qui est parfaitement adapté à un type de fleur. Alors souvent, c'est toute une famille, hein, de fleurs. Donc il y a des colibris à bec courbe, comme vous voyez à gauche, là, tout ce qui est hermites, qui sont des colibris plutôt de sous-bois. Et puis, il y a d'autres stratégies, des colibris qui ont des becs plus courts, pointus, qui, eux, sont plus adaptés en fait, à percer les corolles. Donc, c'est comme une petite épée, quoi. Ils percent la corolle et ils sucent le nectar directement. Donc, ceux-là sont peu pollinisateurs par rapport à ceux qui mettent la tête réellement dans la fleur. Toutefois, vous verrez, il y a des plantes qui ont adapté une stratégie où les étamines sont à l'extérieur de la plante et arrivent à toucher le dos du colibri. Après, vous avez des… alors, c'est bizarre, Quentin, j'ai un truc à droite. Voilà. Bon. Vous avez des petits colibris à bec très fin qui sont adaptés en fait à des toutes petites plantes. Et puis, comme vous voyez à droite, une espèce particulière qui s'appelle le mango à bossette, qui a un bec qui est retroussé vers l'avant. Là, par contre, c'est un oiseau, par exemple, de canopée, qui doit s'alimenter sur des fleurs très particulières, mais là-dessus, on n'a pas de connaissances. On a beaucoup plus de connaissances sur les oiseaux de sous-bois, évidemment, que les oiseaux de canopée, qui sont très difficilement observables. Alors, sur les photos que je vous ai mis en bas, vous voyez 3 exemples en fait différents, dont un où on voit un hermite à gauche qui met totalement le bec dans la fleur, puis un colibri oreillard, celui du centre, où vous voyez en fait il perce la corolle. Et ça, c'est pareil, c'est une fleur. Alors j'ai le nom parce que je suis pas botaniste, hein, qui est une Nicertia, qui est une liane en fait de canopée, dont ce colibri est particulièrement friand. Et puis à droite, vous avez une coquette donc, qui, elle, butine régulièrement en canopée. Mais vous le verrez avec les plantes exotiques plantées dans les jardins,
C'est des oiseaux qui ont changé de comportement et qui peuvent descendre et butiner des plantes de jardin. Alors, une autre adaptation, évidemment, des colibris, c'est la langue. Donc, ils ont une langue extrêmement longue, pourvue en fait de deux mini-trompes au bout qui leur sert en fait de pompe. Alors, on a cru très longtemps que c'était comment dire, un système de pompage assez simple. En fait, il s'avère que c'est musculaire. C'est plus dans le mouvement des colibris qu'ils arrivent à extraire le nectar. Et vous voyez sur les photos, la langue peut être vraiment très impressionnante. Et sur celle du haut, vous voyez encore le reste de nectar qui reste souvent au bout de la langue. Donc ça aussi, c'est une adaptation ultra importante. Sans cette langue très très longue, les colibris ne pourraient pas s'alimenter. Alors la pollinisation, donc il y a une stratégie par rapport aux plantes, hein. Non, attendez, excusez-moi, il y a une voiture qui arrive. Vous voyez par exemple sur la photo de gauche, vous avez des plantes qui sont tubulaires et où en fait le colibri est obligé d'aller mettre la tête dedans pour en fait transporter le pollen. Et puis d'autres plantes, vous voyez par exemple qui ne fleurissent, on va dire de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'une fleur s'ouvre une journée, le colibri butine cette fleur-là, vous voyez bien les pistils qui touchent la tête, hein. Et généralement la fleur meurt, et le lendemain c'est la deuxième fleur qui s'ouvre, et etc. En fait, les colibris ont un territoire assez vaste et leur rôle de pollinisateur est très important. Et donc, ils ont des trajets très spécifiques, c'est-à-dire chaque jour, ils ont à peu près le même trajet, ils connaissent les plantes de leur secteur et ils vont chercher celle qui est en fleurs ou pas en fleurs. Et le problème qui peut se produire, notamment quand on met des mangeoires à colibri, c'est qu'on casse en fait, on va dire, ce cheminement qu'ils ont au quotidien. Et en fait, on empêche la pollinisation de se faire. Donc, les mangeoires, en fait, sont plutôt à proscrire. Ensuite, il y a justement les plantes de jardin qui ont probablement une influence sur le territoire des colibris. D'ailleurs, on le voit très bien hein, sur les jardins qui sont très fleuris. Des colibris de canopée sont régulièrement présents. Des colibris de sous-bois sortent du sous-bois. Alors, quel est l'impact réel sur l'environnement? Il est très difficilement quantifiable en Guyane. Mais il y a forcément moins de pollinisation lorsque les jardins sont très fleuris avec des plantes exotiques. Alors là, vous voyez, alors je ne sais pas pourquoi la flèche a été. Là, vous voyez en fait un colibri qui est complètement, on va dire, qui est en complet contact avec les étamines. Et généralement, c'est le pollen se dépose en fait sur le front, mais en toute petite quantité, hein. Mais la stratégie des plantes, enfin des colibris et des plantes, c'est qu'ils ont besoin d'une alimentation quotidienne et très forte. Donc, ils sont tout le temps en mouvement, tout le temps en train de rechercher une fleur. Et donc, c'est à la force de passage et de tentative de boire le nectar qu'ils pollinisent en fait les plantes. Ça ne se fait pas toujours du premier coup, surtout pour ceux qui percent les corolles. C'est rare quand même que les étamines du premier coup touchent le dos du colibri. Mais à force de répétition, la pollinisation se fait sans trop de difficultés. Alors, c'est vrai que ces fleurs, les fleurs que butinent les colibris, n'ont pas réellement de lien avec les fleurs que butinent les chauves-souris nectarivores. C'est souvent des fleurs qui ont des formes différentes et souvent pour les chiroptères, c'est des fleurs qui s'ouvrent la nuit. Enfin, Quentin veut vous en parler. Alors, on a évidemment différentes espèces de colibris par rapport aux différents habitats. Il faut savoir qu'en Guyane, les principales plantes à fleurs sont de canopée. Donc, que ce soit les orchidées, les lianes, les arbres, les grands arbres. Donc, il y a beaucoup plus d'espèces de colibris qui arpentent la canopée. Par contre, en sous-bois, qui est très sombre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colibris, mais c'est des espèces adaptées à certaines fleurs. Il y a très peu de fleurs en sous-bois guyanais. C'est principalement des lianes. Mais donc, il y a quand même des espèces de colibris, hein. Mais sur les 33 espèces, je dirais qu'il y en a plus de la moitié qui sont de canopée, hein.
Ensuite, vous avez les milieux ouverts. Alors, on a quand même quelques savanes encore naturelles en Guyane, qui sont malheureusement des biotopes extrêmement menacés, où les colibris présents ne sont présents que dans ces biotopes-là, ou des biotopes semi-ouverts. Donc, ils pollinisent en fait uniquement ces fleurs. Et puis, les lisières et les jardins. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de plantes exotiques. Donc, il y a énormément de colibris, mais qui ne sont pas forcément dans leur habitat naturel. C'est-à-dire, à la base, certains colibris qui arpentent les jardins seraient théoriquement de canopée. Bon, ça s'observe uniquement autour des villes, des villages, mais l'influence des plantes exotiques n'est pas présente sur l'ensemble du territoire guyanais, qui, je vous le rappelle, est à peu près de 90% de forêt primaire. Et ensuite, en fait, il n'y a pas non plus que les colibris qui pollinisent les plantes de Guyane. Il y a d'autres oiseaux qui ne sont pas strictement nectarivores, qui sont plutôt frugivores, mais certains se nourrissent quand même de nectar. Là, je vous ai mis 3 exemples. Il y a le sucrier qui est très connu pour ça. Les guilles-guides, donc c'est l'oiseau bleu que vous voyez à droite, qui est un oiseau magnifique d'ailleurs, qui lui également est plutôt frugivore, mais peut consommer du nectar. Certains oiseaux, comme l'organisme que vous voyez en bas, n'est pas nectarivore strict, il est frugivore, mais très souvent, il met la tête dans les fleurs, et la femelle que vous voyez à droite, en fait, le orange que vous voyez sur la tête, n'est pas sa couleur naturelle, c'est uniquement du pollen. Donc d'autres espèces également arrivent à polliniser les fleurs. Bon, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ce n'est pas les oiseaux principalement qui sont les pollinisateurs en Guyane. On est quand même dans le règne des insectes, c'est principalement les insectes. Mais nous, on va vous présenter donc deux types de vertébrés qui permettent quand même cette pollinisation. Voilà, moi j'ai terminé pour les colibris. Donc si vous avez des questions, je suis ouvert. Je ne sais pas comment on fait Quentin, après. Tu enchaînes, toi? Oui, Vous m'entendez? oui, oui, tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Le temps qu'il y ait une question, peut-être qu'on peut partager l'écran pour les chauves-souris, parce qu'il faut qu'on va falloir qu'on avance. Au niveau du chat, j'ai pas repéré de questions. Laurent, tu me confirmes? Non, pas de questions, effectivement, pour l'instant. Voilà. Bon, Est-ce qu'on peut passer l'intervention sur les chauves-souris oui, nectarivores? Et absolument. après, il y aura des questions pour l'ensemble. Ouais. Donc, Ok. merci pour votre intervention. Alors, c'est toujours un partage d'écran? Donc là, il faudrait soit enlever les colibris. C'est bon? Non, on a toujours les colibris là. Ah oui, alors, ok. Très bien, les chauves-souris nectarivores. Alors, bonjour à tous. Donc là, je vais essayer de vous parler, du coup, assez rapidement donc des chauves-souris nectarivores. Donc, il faut savoir déjà que des espèces nectarivores de chauves-souris sont présentes dans tous les écosystèmes tropicaux dans le monde. Donc, ça représente à peu près 50 espèces sur les 1200 espèces de chauves-souris mondiales. Donc, elles sont divisées en 2 familles, donc les Phylostomidés, qui représentent 36 espèces. Donc, ça, c'est des espèces qui sont sur le continent américain, et les ptéropotidés, donc plutôt connus sous le nom de renard volant, 12 espèces donc, qui appartiennent à l'ancien monde. Ensuite, donc, une petite généralité donc, sur les chauves-souris en Guyane. Actuellement, il y a 107 espèces qui ont été recensées, qui représentent un peu plus de 60% des espèces de mammifères en Guyane. Elles sont divisées en 56 genres et 9 familles. Une des familles, donc les Phylostomidés, représente plus de 63% des espèces de Guyane. Donc elle-même est divisée en 5 sous-familles, les Desmondontinés, 2 espèces, Phylostomidés, 27 espèces, Carolinés, 3 espèces, et Sternodermatinés, 20 espèces. Ensuite, on a les Glossophaginés, donc qui sont, elles, les espèces nectarivores en Guyane. Donc on a 7 espèces sur les 11 connues en Amazonie. Donc,
les glossophaginés, donc alors elles sont assez facilement reconnaissables par leurs caractéristiques morphologiques. Donc elles ont des oreilles courtes, un museau plus ou moins allongé selon les espèces, une petite feuille nasale. Donc la feuille nasale, c'est la partie cartilagineuse au bout du museau qui aide, qui, qui permet aux chauves-souris d'émettre des ultrasons. Et ce sont des espèces petites à moyennes, donc de 5 à 20 grammes. Donc voilà les 7 espèces en Guyane. Donc les 2 Anorak, Uranuscus, Glossophaga, Unicteris, Unicaris et Lionicteris. Donc c'est des espèces qui sont plus ou moins spécialisées. Il faut savoir que 2 des espèces qui sont présentes dans celles qui sont face à vous se nourrissent aussi de fruits et d'invertébrés. Donc, c'est celles qui ont les museaux les plus courts. Donc là, on voit la Lionicteris et par exemple la Glossophaga. Et enfin, on a d'autres espèces, donc pas parmi ces glossophaginés, donc qui ont des compléments alimentaires. Donc, c'est beaucoup des espèces frugivores, mais qui pollinisent aussi certaines fleurs. Alors, par comparaison, je vous ai mis d'autres espèces de chauves-souris qui ont des régimes alimentaires complètement différents. Donc là, c'est les espèces insectivores de haut vol. Donc, c'est des espèces qu'on connaît assez peu en Guyane, difficilement capturables. Et je vous parlais après de la bioacoustique qui est très compliquée sur le territoire. Donc, c'est les espèces qui, on va dire, ressemblent le plus aux espèces européennes. Ensuite, on a des insectivores de sous-bois qui sont des espèces très particulières. Donc là, à gauche, avec un Pteronotus, où il y a même pratiquement plus d'œil où il n'y a plus besoin d'utilisation. Et à droite, la Loncorina, qui est un dispositif d'émission et de réception d'ultrasons hyper développé. Ensuite, on a des carnivores, donc c'est souvent des espèces très grande. Donc là à gauche, le Trashops, qui est une espèce qui est spécialisée sur la prédation d'amphibiens. Et à droite, le Crotoptérus, qui fait partie des espèces les plus grandes de Guyane. Il faut savoir que la plus grande de Guyane peut atteindre plus d'1 mètre d'envergure. Ensuite, on a tout un cortège d'espèces qui est frugivore. Donc c'est très variable en termes de faciès. Donc là, on les reconnaît assez facilement, notamment une avec donc la Métrida à gauche, avec des très grands yeux. Et enfin, on a des régimes alimentaires assez particuliers, donc hématophages, donc là à gauche le vampire commun, et à droite une espèce qui chasse, qui pêche. Voilà, donc pour revenir sur les nectarivores, pour être capable d'avoir un régime alimentaire aussi singulier, elles ont des adaptations morphologiques assez particulières. Donc elles ont des très grandes langues, munies de longs poils au bout des langues qui forment une brosse pour faciliter l'absorption du nectar. Elles ont des lèvres inférieures, elles ont la lèvre inférieure fendue, donc comme les vampires, donc qui doit faciliter l'absorption de liquide. Elles ont des canines effilées. Certaines espèces ont même plus d'incisives inférieures. Elles sont capables de repérer les fleurs à l'odorat et à l'image des colibris, sont capables aussi de faire du vol stationnaire. Alors, un peu de biologie du coup sur ces espèces-là. C'est des espèces grégaires qui sont capables de faire des colonies de quelques dizaines à voire plusieurs milliers d'individus. Elles ont des larges zones de butinage. Il faut savoir qu'une chauve-souris est capable de faire en une nuit plusieurs dizaines de kilomètres pour aller butiner des fleurs. Elles ont une longue longévité. On estime qu'en Guyane, les chauves-souris peuvent vivre jusqu'à 20 ans, voire plus. La donnée de longévité la plus longue en Guyane, ça a été sur une de ces petites nectarivores qui a été capturée 14 ans plus tard. Elles sont capables de faire 1 à 2 jeunes par an et certaines espèces, alors c'est pas connu en Guyane, mais notamment en Amérique centrale, sont capables de pratiquer des migrations. Alors ensuite, les plantes. Alors on appelle les plantes qui sont pollinisées par des chauves-souris les plantes chiroptérophiles. Donc ça représente à peu près 500 espèces dans le monde pour 67 familles. Elles ont des caractéristiques assez particulières. Donc, certaines de ces plantes ont des parties florales réflectrices de son qui permettent aux chauves-souris de mieux les repérer. Elles sont soit érigées au-dessus du feuillage en évidence, soit pendantes sous les ramures. Donc là, par exemple, on voit en haut à droite le wapa,
qui peut faire où les plantes descendent à plus d'1 mètre en dessous de l'arbre. Ensuite, elles ont des longues étamines et un grand pistil pour faciliter le dépôt du pollen en fait, sur la chauve-souris. Et enfin, elles s'ouvrent au crépuscule et produisent du nectar de nuit. Alors là, on voit la chauve-souris en bas à droite. Donc, quand elle pollinise la fleur, elle se recouvre entièrement, enfin en tout cas la tête et le museau, entièrement de pollen, et même des fois sur les ailes, sur le dos. Alors, pour finir, je vais vous parler un peu de la protection et des connaissances en Guyane. Il faut savoir qu'en Guyane, il y a à peu près un peu plus de 10 000 données concernant les chiroptères. Là, vous avez une carte représentant en fait, on va dire les prospections sur les chiroptères en Guyane. Donc, on voit qu'il y a encore des grandes zones sans aucune donnée. Les points sont absolument pas précis. Et en fait, quand il y a 2 ans, la liste rouge régionale a été effectuée avec des mailles de 2 km par 2 km. On s'est rendu compte que moins de 2% de ces mailles avaient une donnée chauve-souris. Donc, ce qui montre sérieusement les lacunes qu'on peut avoir sur les chauves-souris sur le territoire. Ensuite, gros problématique en Guyane, contrairement en Europe, c'est que l'étude acoustique qui peut être très importante est très compliquée sur le territoire. Il faut savoir que la famille des Phylostomidés, donc qui représente 63% des espèces, émettent toutes sur la même fréquence. Donc elles sont indiscernables avec les appareils qu'on a actuellement. Ensuite, donc voilà, après, au niveau de la conservation, faut savoir qu'en Guyane, le bloc forestier est très étendu et relativement intact. Donc l'enjeu la conservation des chauves-souris est très satisfaisant. Par contre, on observe de grosses pressions anthropiques sur le littoral. Et donc l'enjeu est très préoccupant pour les chauves-souris sur le littoral. Donc là, vous avez un graphique donc, tiré de la liste rouge. Donc on voit qu'il y a à peu près 70% des espèces donc en vert qui sont en préoccupation mineure, pas loin de 30% donc en gris où on n'a pas assez de données pour pouvoir donner un statut de menace de l'espèce. Donc encore une fois, ça nous montre que en Guyane, on connaît encore trop peu de choses sur les chauves-souris. Et enfin, les 2 espèces donc, ont été classées menacées en Guyane, donc une vulnérable et une quasi menacée. Ces 2 espèces qui sont liées à des milieux côtiers. Alors depuis 2008, il y a un groupe chiroptère de Guyane donc, qui agit pour les connaissances en Guyane sur les chiroptères et leur protection. Il faut savoir qu'on a 0 espèce protégée de chauve-souris en Guyane. Une liste est en cours, mais n'est toujours pas établie. Et enfin, on peut citer aussi les réserves naturelles qui forcément ont un enjeu sur la préservation des chauves-souris en Guyane. Et on peut citer la réserve naturelle des Nouragues et du Grand Matoury qui ont, pendant des années, fait des longues études sur les chauves-souris en Guyane et ont permis de développer sérieusement les connaissances. Voilà, ça a été assez rapide. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, donc merci. Donc, Sylvain et Quentin là, pour cette large ouverture, là, pour illustrer la grande diversité des taxons qui rentrent dans la fonction de la pollinisation. Est-ce qu'il y a quelques mains qui se sont levées? Est-ce que le chat nous dit quelque chose? Il n'y a pas de questions sur le chat, beaucoup d'exclamations sur magnifique, extra, vive la Guyane, mais pas de questions. D'accord. Bon, en tout cas, merci voilà, d'avoir présenté donc, ces deux diaporamas. Ce n'était pas toujours simple pour vous. Donc peut-être que vu l'heure, on va peut-être clore cette journée. Adrien, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est toi qui as cette charge-là. Je pense bien et qu'on se donne rendez-vous pour la journée prochaine. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, merci beaucoup. On t'entend. D'accord. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants. C'était vraiment une matinée riche.
Je pense qu'on a tous encore des questions un peu en tête, donc voilà, on va essayer de rester en contact entre les 2 premières sessions. Donc, il ne faudra pas hésiter voilà, à poser vos questions. On va vous envoyer un ou plusieurs formulaires. Donc, ce sera l'occasion aussi là voilà, de poser toutes vos questions. Ce qu'on a pu voir ce matin, je crois, c'est qu'il y a déjà un très grand travail qui a été fait sur l'aspect connaissance. Et un travail qui est en train de se faire. Je pense notamment là aux bases de traits dont parlaient Pascal et David, voilà, sur les papillons et les abeilles. Il y a encore du pain sur la planche, on l'a vu, sur les ampidides. On a évoqué aussi les symphytes. Donc voilà, c'est assez réjouissant de voir tout ce qui nous reste encore à faire, même si, comme beaucoup l'ont rappelé, comme Bertrand, voilà, il y a quand même une urgence à faire quelque chose vu le déclin massif et dramatique des pollinisateurs. Si vous voulez vous mobiliser, donc là je pense plutôt au réseau RNF, mais pas seulement, vous pouvez vous rapprocher de la commission patrimoine naturel biologique et des ateliers qui la composent, en lien avec les protocoles communs, donc l'atelier pollinisateur, l'atelier Cirzenet et l'atelier papillon. Et voilà, donc ça pourrait être bien dans un premier temps, si vous voulez faire quelque chose sur votre réserve, de vous rapprocher de ces 3 ateliers. Donc la session 1 était dédiée à la connaissance et la session 2, vous avez peut-être déjà vu dans le programme, sera dédiée plus à la gestion. Donc on essaiera d'être plus concret, de voir ce qui a déjà été mis en place et ce qu'on peut peut-être encore mettre en place dans nos espaces naturels protégés. Et puis, alors peut-être ce que je peux rajouter, c'est que les interventions ont été enregistrées et donc elles seront mises à disposition un certain temps. Je ne sais pas encore combien de temps, mais en tout cas, vous aurez les informations là-dessus. A priori, vous pourrez de toute façon trouver ces interventions sur le site de RNF. Voilà. Mais il faudra être un peu attentif aux lettres d'infos de vos réseaux ou aux mails que vous allez recevoir par rapport à ces enregistrements. Voilà, et bien on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je suis impatient de vous retrouver donc fin janvier, le jeudi 27, à peu près aux mêmes horaires. Peut-être qu'on commencera un peu plus tôt pour avoir plus de temps quand même de questions-réponses. Voilà, et bien au revoir à tous.